Lorsque les Français ont fait intrusion dans le Yuan-Mingyuan, ils ont ouvert le feu sur la garnison et tué le chef Zheng Liang. L'intendant du Yuan-Mingyuan, Wen Feng, désespéré, s'est jeté dans le lac Fuhai. Quant à Yixin, prince de Gong, qui restait au Yuan-Mingyuan pour apaiser les conflits, il s'en est allé en catimini par la porte de derrière. Les Français ont découvert que toutes les salles étaient remplies d'objets précieux. Selon le souvenir de Lucie Armand, officier français, les 1001 nuits sont pour moi une réalité. Je me promène parmi les trésors évalués à 30 millions de francs. Un colonel français a décrit le motif de ces pillards. Les cris d'admiration de ces visiteurs sont remplacés très vite par leur sentiment vulgaire, le désir de possession de toutes les richesses. Au début, le commandant en chef de l'armée française, Montauban, avait donné l'ordre de ne pas toucher aux objets avant l'arrivée des Anglais. Mais très vite, tout cela est devenu incontrôlable. Selon le souvenir de Drisson, jeune interprète de 20 ans, certaines ordonnances sont les premières à avoir volé des colliers et des bracelets. Puis elle les montre aux autres soldats. Ceux qui ne peuvent plus se contrôler se mettent à prendre tout ce qui leur plaît. Le 7 octobre dans la matinée, après son arrivée au Yuan-Mingyuan, Suono, interprète britannique chargé de liaison, a découvert que les officiers français avaient commencé à prendre de petits objets précieux. Un chef d'infanterie britannique a vu les officiers français entrer les mains vides et en sortir les mains pleines d'objets divers. Suono a vu sur le bureau dans une pièce de l'empereur Xianfeng le texte du traité sino-britannique de Tianjin, signé il y a 2 ans, ainsi qu'une enveloppe. Apprenant que les Français pillaient le Yuan-Mingyuan, l'armée britannique s'est mise en route. Dès son entrée dans le Yuan-Mingyuan, elle a entendu crier au feu. Les officiers se sont rués vers l'endroit où il y avait de la fumée. Dès son entrée dans une grande salle, le lieutenant Tulloch a vu les soldats français prendre une grande quantité d'objets précieux. Et l'un d'eux, comme un fou, déchirait avec ses dents une étoffe de soie brodée. Ils ont enveloppé leurs trophées dans les étoffes qu'ils avaient pillées. Très vite, les étagères se sont presque entièrement vidées. Tulloch est allé vers une autre grande salle où quelques-uns ont cassé des vases pour le plaisir. À midi, Grant, commandant en chef de l'armée britannique, et Elgin, envoyé spécial britannique, sont venus eux aussi au Yuan-Mingyuan. À la vue du pillage auquel les Français se sont livrés, ils ont laissé entendre aux officiers et soldats britanniques qu'ils ne s'opposeraient plus au pillage du Yuan-Mingyuan. Selon les notes de Suono, tous les gens, qu'ils soient officiers ou soldats, qu'ils soient anglais ou français, se ruent vers le Yuan-Mingyuan. Et là, ils pillent avidement et sans vergogne les objets les plus précieux. Dans une pièce, des gens se disputaient et se battaient pour de somptueuses robes d'une armoire. Lorsque les soldats britanniques et français se disputaient ces objets, l'officier jouait souvent à pile ou face pour décider qui était le gagnant. Dans son journal d'un interprète en visite en Chine, l'auteur français Drisson a fait une comparaison des méthodes de pillage entre les Français et les Anglais.
根据他的说法呢，好像就是法国人是没有次序，是吧？这个英国人是比较有次序，英国人是后来去的，法国是第一次抢了以后，后来法军吃出来以后，英国军队才进去的，是吧？但是英国的军队进去，因为英国军队人多啊，是吧？而且他进圆明园，他不是全部进去，他只有一部分人去，是吧？是他的，而且在法军之后，所以说他是比较有组织的，所以说他们是有区别的。Drisson a fait une description du pillage effectué par les Anglais. Les Anglais sont bien méthodiques. Ils savent quelle façon que piller serait la plus efficace. Leur action est menée par escouade. Les soldats prennent des objets dans des sacs sous le commandement de l'officier. L'on peut dire que leur pillage est très professionnel. L'armée coalisée anglo-française était composée de soldats de diverses origines, des Européens, des Indiens et des Maghrébins. Les soldats européens recherchaient et ramassaient plutôt les pierres précieuses, de l'or et de l'argent, alors que les officiers s'intéressaient aux curiosités qui pourraient être vendues à prix d'or à Paris et à Londres. Les vêtements, les soieries, les fourrures et les bijoux attiraient en particulier l'intérêt des soldats britanniques d'origine indienne. La plupart d'entre eux ne s'intéressaient pas aux porcelaines, parce qu'elles sont fragiles. Pour cette raison, beaucoup de porcelaines ont été cassées. Quant aux peintures et manuscrits précieux, ils ont été déchirés ou utilisés comme allume-feu par les soldats. À la tombée de la nuit, les objets pillés étaient entassés partout au camp de l'armée française. Des soldats, drapés dans les vêtements pris dans l'armoire de l'empereur, exécutaient des danses grotesques, alors que d'autres portaient même des robes brodées. Presque tous les soldats ont ôté leur képi pour porter le chapeau de mandarin Tsing. Selon les souvenirs de Drisson, alors interprète de 20 ans, tous ces gens sont fous, ils nagent dans l'ivresse du pillage. Le 8 octobre 1900, Alphonse Favier, évêque du diocèse de Péking, a consigné un récit qu'il avait entendu. Le lendemain du pillage, 2 soldats français ont découvert une chambre secrète qui était remplie d'horloges et de monstres incrustés de pierres précieuses et de diamants. Ils se sont emparés de tous ces trésors. « J'ai attrapé 2 jours de consigne », lui a dit un soldat. « Mais je ne regrette pas, parce que les choses que j'avais prises ont été vendues au prix de 25 000 francs. » Quelques soldats ont rapporté à leur commandant en chef, Montauban, un lieu où les trésors sont gardés a été découvert. Ce pourrait être un trésor privé de l'empereur. Dès son arrivée sur les lieux, Montauban a ouvert une caisse et vu qu'elle était remplie de lingots d'or et d'argent d'une valeur évaluée à quelques centaines de milliers de francs. Là ont été trouvés beaucoup d'écrins renfermant des perles et des boulettes de corail et d'émeraude, avec lesquelles Montauban voulait fabriquer des colliers pour offrir en cadeau à l'impératrice française Eugénie.
Le commandant en chef de l'armée française Montauban est arrivé en juillet 1860 à Zhefu de Yantai. C'est la première fois qu'il débarquait sur le rivage chinois. Après son arrivée à Beitrang le 1er août, il a dirigé son armée et gagné la bataille à Balitiao. Son exploit lui a valu le titre de comte conféré par Napoléon III. À ce moment-là, il s'inquiétait. Comment pourrait-il empêcher les officiers et soldats de continuer à piller? Le 8 octobre, sur l'ordre de l'échelon supérieur, l'armée française s'est retirée du Yuanyuan. Après son arrivée au camp, Montauban se trouvait parmi les soldats vêtus de costumes de mandarins, les persuadant de rendre tous les objets qu'ils avaient pris, et leur promettant de retrouver des objets plus précieux encore dans la ville de Beijing. Le soir même, dans le camp de l'armée française, on faisait de joyeuses libations et échangeait et vendait secrètement les objets pillés. Selon le souvenir de Drisson, un soldat maghrébin a changé une poignée de perles contre une bouteille d'eau de vie, et un autre soldat une statuette de Bodhisattva en or contre une bouteille d'absinthe. On dit que dans le ventre de cette statuette étaient cachées des pierres précieuses et des barres en or. C'est pourquoi, à la vue des statues de Bouddha et de Bodhisattva, les soldats leur ont donné des coups de baïonnette pour voir s'il y avait des trésors à l'intérieur. Au camp de l'armée française, il y avait partout des meubles de luxe, des soieries et des robes brodées de fil d'or, que portaient l'empereur et ses concubines. Quand les soldats de l'armée britannique sont venus au camp français faire leurs achats, les Français leur montrent tout de suite des montres en or, des colliers, des objets en jade et des fourrures, a dit Suono. Beaucoup d'officiers ont pu acheter des objets d'une grande valeur. Pendant quelques semaines, les trésors que les officiers et soldats de l'armée coalisée avaient pillés ont fait les frais de leur conversation. Le 9 octobre, l'armée française s'est retirée du Yuanyuan. Drisson dit « Les artilleurs se voient distribuer le plus d'objets parce qu'ils ont des chevaux. Ils ont bourré d'objets les caisses de munitions et les tubes de canon. Combien de trésors ont-ils volé ?» D'après Armand, à part son sac à dos, chaque soldat possède un autre sac rempli d'objets. Des soldats ont forcé les paysans chinois à porter les objets en tenant à la main leurs longues nattes. Après le départ de l'armée française, l'armée britannique continuait le pillage. Ce soldat sikh, prêt à partir, a vu un officier venir s'emparer de ses objets. À ce moment-là, le Yuanyuan était en désordre. Cet officier, appelé Hart-Dunn, a découvert qu'il restait peu de choses à se procurer. Hart-Dunn est entré dans une autre pièce où il a vu un Chinois en train de voler quelque chose. Il l'a forcé à ouvrir son paquet et là, il a choisi quelques objets. Puis, il lui a ordonné de jeter ces objets volés pour porter ses propres objets.
Selon le souvenir de Dunn, il a reçu ensuite 70 livres sterling, après avoir vendu ses objets à Hong Kong. Quelques officiers de l'état-major du général Napier ont démonté un kiosque et l'ont transporté dans leur camp. Ils croyaient que le toit du kiosque était fabriqué en cuivre, mais en réalité, il était en or. Lorsque Napier allait distribuer les éléments du kiosque à ses subalternes, le général Grant est intervenu pour arrêter la distribution, ce qui a provoqué un mécontentement au sein de l'armée britannique. 英军能够进圆明园的只是一部分人，是吧？甚至有大部分人都没去。对，你进了圆明园的人，你可以抢到东西；没有去的人，是吧？因为要执行别的任务的人。 他们就没有抢到东西，那怎么办？是吧？这些人呢，当然就有意见。是后来呢，这是英军就做出了一个决定，就把所有抢去的东西集中起来进行拍卖。 Le 11 octobre, la vente aux enchères qui s'est tenue au quartier général de l'armée britannique a duré 2 jours. Selon le souvenir de Grant, la somme provenant de la vente aux enchères est de 8000 livres sterling d'or. À cela s'ajoutent 18 000 livres sterling remises par les Français. La somme totale peut être convertie en 120 000 pièces d'argent, dont un tiers est distribué aux 3 000 officiers et 2 tiers aux soldats. Enfin, chaque soldat peut obtenir 17 pièces d'argent, soit 4 livres sterling d'or. Du fait que le général Grant a refusé sa part, le comité des primes lui a offert 2 grands vases de porcelaine. Grant a demandé à les faire transmettre à la reine d'Angleterre, Victoria, à titre de cadeau personnel. Sa demande a été acceptée par le comité des primes. Sur la photo, Grant soutient un vase de ses mains. Ce vase provenait peut-être du Yuan Mingyuan. Les traces du pillage se voyaient partout au Yuan Mingyuan. La nature cupide de l'homme se révélait complètement dans le pillage. Suono a fait un examen de conscience. Le pillage a révélé un des aspects dissimulés les plus sombres de la nature humaine, la cupidité. Quand la conscience d'un homme n'est pas placée sous la contrainte de la loi et de l'opinion publique, le vice caché au plus profond du cœur se révélera complètement. À la fin de la journée de pillage, le capitaine Art Dunk a été tiré une même conclusion sur le plan moral. Je suis très fatigué et je m'allonge là. L'occupation rend les gens satisfaits. Le pillage du palais impérial, c'est tout. Ce qui permet de faire naître les pires sentiments cachés au plus profond de la nature humaine, y compris le désir de possession et le désir cupide. Le pillage du Yuan Mingyuan a causé un grand étonnement au prince de Gong. Il a envoyé tout de suite Hongqi pour voir ce qui s'était passé au Yuan Mingyuan. L'officier britannique qui accompagnait Hongqi a vu ce haut fonctionnaire éclater en sanglots à la vue de ce jardin impérial en ruine. Avant son retour à Beijing, Hongqi a découvert le cadavre de Wen Feng, intendant du Yuan Mingyuan. Bao Jun, intendant de la cour, a rapporté le pillage du Yuan Mingyuan à l'empereur Xianfeng, à Zhehe. En l'écoutant, Xianfeng tremblait de colère. Quand il a appris que Bao Jun, qui craignait la mort, n'osait se rendre au Yuan Mingyuan pour vérifier les faits, il l'a réprimandé. Bao Jun ne sait que tenir à la vie, n'est pas allé au jardin impérial au moment de sa destruction. Je ne sais pas ce qu'il a pensé, il est vraiment un bon à rien.
En même temps, Xianfeng a passé sa colère sur Sun Golintin, qui avait subi des défaites dans des combats. Il a adressé un édit impérial le dénonçant en public pour ses erreurs graves. Sun Golintin et Zhuge Liang, qui ont commandé une armée puissante, ont essuyé défaite sur défaite, montrant leur incompétence. Les soldats étrangers ont pris le Yuan et l'ont pillé et incendié. Mais ils ne sont pas allés le protéger, ils n'ont pas d'excuse de se dérober à leurs responsabilités. Sous la pression de Xianfeng, Yixin, prince de Gong, a envoyé quelques-uns prendre en main le Yuan. Dans le journal complémentaire de la salle Yueman, l'auteur Li Ziming a écrit « Après le pillage, les malfaiteurs et les voyous locaux ont fait intrusion dans le Yuan où ils ont volé de nombreux objets qu'ils ont transportés ailleurs sur des chars. » Cependant, Yixin a axé son travail sur l'apaisement. Fin septembre, après la défaite du combat de Baliqiao, Yixin a proposé un projet de paix en échange des otages dont Parkes et 38 autres personnes. Cette proposition a été rejetée par la Grande-Bretagne et la France. Elgin a répondu « Libérez les otages dans 3 jours, sinon nous donnerons l'assaut à Beijing ». En ce moment, Yixin ne connaissait pas la qualité de Parkes, croyant qu'il était le principal personnage des parties britanniques et françaises. C'est pourquoi plus on le pressait de libérer Parkes, plus il croyait qu'il était un personnage important. 当时巴加里呢，他是作为谈判代表的。就在亚罗号事件的时候，当时啊，他是这个普定察的秘书，中文秘书。到1860年的时候，他又跟着额尔金在一起，又是额尔金的翻译主任。在谈判的时候，额尔金不出来，是他去参加谈判，是吧？ 当时中国人呢，这对外国的情况是不怎么了解的，是吧？是看他老出面，而且他又懂中文，是吧？用现在的话来讲，可能有人就认为他是中国通了，是吧？就觉得呢，很多主意可能就是他出的，所以认为他是盟主。为什么要抓他，跟这个有关系。 La Grande-Bretagne et la France n'avaient pas accepté la proposition du prince de Gong. Le 6 octobre, l'armée française est entrée dans le Yuan pour se livrer au pillage. Le lendemain, l'armée britannique a fait comme les Français. Voyant que la situation était devenue incontrôlable, le prince de Gong était obligé de libérer le 8 octobre les premiers otages dont Parkes. Le 12 octobre, le deuxième groupe d'otages a été libéré. Le 13 octobre, sous la menace de l'ultimatum adressé par l'armée coalisée anglo-française, la cour des Qing a ouvert la porte Anding. À midi, l'armée coalisée est entrée dans la capitale, Beijing. La porte Anding, construite sous la dynastie des Ming, servait de sortie de la ville pour les expéditions de l'armée impériale. Les conventions des Ming et des Qing veulent que la garde impériale sorte de la ville par la porte Anding et y entre par la porte Desheng. À ce moment-là, Beijing était tout à fait sous le contrôle de l'armée coalisée anglo-française. Un long fil de cuivre prend la forme courbée, petit à petit pour devenir le beau motif sur le cloisonné. Ce processus s'appelle courbage de filigrane. Au début, on a donné comme nom émaillé de cuivre à filigrane à ce cloisonné. Sous le règne d'Ingtai des Ming, vers le milieu du XVe siècle, ce savoir-faire connut un grand essor grâce à l'attention que la cour impériale lui apporta. Il devint ainsi un art d'émaillage unique en Chine. À l'époque, les objets furent traités par leur fond, essentiellement de l'émail bleu, d'où le nom bleu de Jingtai, nom chinois conservé jusqu'à nos jours. Les cloisonnés datant de la dynastie des Ming imitaient les objets de bronze et de porcelaine. Comme l'émail avait peu de couleurs, ces objets s'avéraient donc un peu rustiques et simples.
Sous la dynastie des Qing, à partir du milieu du XVIIe siècle, le savoir-faire fut perfectionné avec des couleurs, des motifs et des formes beaucoup plus riches qu'auparavant. Tous les motifs encloisonnés sont réalisés à l'aide de filigranes. Et c'est aussi ce travail qui fait sa différence d'avec les autres savoir-faire d'émaillage. Il devint ainsi l'une des 8 merveilles de Beijing. Les filigranes à utiliser en cloisonné sont ces filaments de cuivre aplatis de même épaisseur et de même élasticité. Seuls les filaments de cuivre peuvent répondre à ces exigences particulières. Les motifs complexes rendent le courbage de filigrane plus compliqué. Voici un cloisonné des plus simples. Les filigranes nécessitent environ 500 mètres de fil de cuivre. Courbés petit à petit en des motifs raffinés, ces centaines de mètres de filigrane, travaillés exclusivement à la main à l'aide de ces simples outils, demandent non seulement un savoir-faire consommé, mais aussi un esprit serein et une forte conviction. Très souvent, des motifs de fleurs identiques réapparaissent sans cesse sur le cloisonné. Pour gagner du temps, les artisans recourent souvent à des filigranes et à un lard de cochon pour fabriquer des motifs en série. Ce procédé s'appelle lardage de filigrane. Par la suite, ils passent ce bloc dans un four où le lard fond et les motifs se détachent les uns des autres. Des motifs de fleurs identiques sont ainsi confectionnés. Ce procédé permet de confectionner des motifs de fleurs identiques, symétriques et gracieux. Le support de cuivre a été fait selon le design avec des fleurs de cuivre taillées, découpées et martelées. La feuille de cuivre, qui a une bonne ductilité, est une excellente matière pour confectionner le support de cloisonné. Pour des cloisonnés destinés à la cour impériale, on utilisa parfois l'or, l'argent ou d'autres métaux pour confectionner le support. Les motifs de paysages, de fleurs, d'oiseaux, d'animaux et de personnages sont ainsi collés les uns après les autres sur le support de cuivre. Une fois collés, ils ne doivent plus être déplacés. Les travaux durant les différentes étapes de la confection d'un cloisonné sont aussi minutieux que pour l'étape du courbement de filigrane. Généralement, un artisan ne maîtrise que le savoir-faire d'une seule étape. Rares sont des maîtres qui maîtrisent le secret de l'ensemble des étapes de confection d'un cloisonné. C'est juste cette complexité du savoir-faire qui réussit à générer la splendeur et la valeur artistique du cloisonné.